fantasmes. Lise Gutman. Maya Naoum, bonjour, merci Bonjour, d'être Lise. avec nous. Alors Maya, aujourd'hui nous avons un invité, Joachim Schnerf, pour son très beau livre « Le cabaret des mémoires » paru chez Grasset. Oui, bonjour Joachim. Bonjour Maya. Quel plaisir de vous revoir. Écoutez, j'ai évidemment dévoré votre livre. Alors, il y a plusieurs entrées, donc je vais essayer de le résumer avec une des entrées. Un jeune père, un jeune homme, va aller chercher sa femme à la maternité demain matin. Il vient d'avoir son premier petit bébé. Et cette nuit-là, cette soirée-là, va être une soirée de réflexion, une soirée comme un voyage initiatique entre lui, son passé, ses ancêtres et tout ce qui le hante, puisque quand même demain va commencer une autre vie avec un petit bébé. Et alors c'est terrible parce que je me suis dit, alors il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette nuit-là, c'est l'objet de votre roman qui est d'une intensité rare pour 130 pages. C'est un tour de force romanesque et je vous l'avais dit déjà lorsque nous nous étions rencontrés pour votre livre qui s'appelait Cette nuit. Alors vous adorez écrire les nuits, hein. Oui, alors je crois que j'ai un problème Vous avec avez les un nuits, problème, hein. Oui, il faut que je travaille là-dessus. Hein, vous allez voir un psy. Parce que Joachim écrit toujours, alors cette nuit c'était un petit bijou qui était que cette nuit-là, c'était en quoi cette nuit est différente de toutes les autres nuits. Donc sur Kippour, sur Pessah, oui. il avait fait un récit absolument formidable, une réflexion sur la transmission. Alors on va pas parler, ça y est c'est fait, on l'avait fait ça. Donc on va parler du cabaret des mémoires. Alors, le cabaret des mémoires, la première entrée, donc c'est ça, c'est cet homme jeune qui va aller chercher sa femme et son enfant. La deuxième entrée, c'est qu'il va complètement se demander qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant, comment il va transmettre les choses à cet enfant, les choses évidemment. C'est notre passé, nous les Juifs, notre histoire et beaucoup malheureusement la Shoah. Et la troisième entrée, c'est que il est absolument hanté par sa tante, qui s'appelle Rosa, et qui est le personnage essentiel pour moi de ce livre. Rosa, c'est un personnage, quand on a fermé votre livre, elle est tout le temps là. C'est une espèce de cowgirl, on ne sait pas ce qu'elle fout dans le désert texan. Elle est rescapée d'Auschwitz, c'est une des rares qui a réussi à s'enfuir. Rosa, elle n'a jamais voulu rester en France, et elle est partie en Amérique. Elle est partie en Amérique pour ouvrir un cabaret. Et le cabaret des mémoires en plein désert. Il y a un côté Bagdad Café là-dedans qui est complètement dingue. Oui, complètement. Donc, Joachim, dites-moi, cette Rosa-là, mais qu'est-ce qu'elle raconte dans son cabaret ? Alors cette Rosa, elle raconte beaucoup de choses et en même temps elle cache beaucoup de choses dans ce cabaret. Parce que donc Rosa, c'est une figure multiple. C'est à la fois donc la grande tante effectivement de Samuel, qui est une sorte de quasiment de fantôme dans la famille. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît son histoire. Personne ne l'a vue, ou presque personne ne l'a vue, parce qu'elle a décidé après la guerre de partir, de fuir le continent européen pour s'installer aux États-Unis, dans le Texas, et après quelques années donc y installer un cabaret. Et dans ce cabaret, qu'est-ce qu'il s'y passe ? Donc chaque soir, elle invite des artistes sur scène, et chaque soir, elle-même monte sur scène à la fin de la soirée pour raconter l'histoire de sa famille, pour raconter les pogroms en Pologne, pour raconter la fuite vers la France, l'installation à Paris, dans les quartiers nord, pour raconter l'assimilation, en tout cas le fantasme de l'assimilation de la langue française, ce grand projet républicain. Et elle raconte aussi la rafle, et elle raconte la déportation, et elle raconte tout jusqu'à l'entrée du camp, et le reste, elle ne le raconte pas, elle ne le raconte jamais sur scène, elle va l'énumérer. Parce que cette Rosa, encore une fois, elle a de multiples facettes, et l'une de ces facettes, c'est celle de la dernière ou d'une des dernières rescapées encore en vie. Et ce qu'elle pose comme question, ce qu'elle incarne comme question, c'est peut-on obliger les derniers témoins à témoigner ? Peut-on les assigner à témoigner ? Parce qu'elle va raconter finalement à son petit-neveu pour que lui-même puisse transmettre à ses enfants, donc à Samuel, ce narrateur, pour que lui-même puisse transmettre à ce nouveau-né. Elle va raconter dans l'intimité de la famille, mais sur scène, elle va protéger une certaine parole parce que, elle nous le rappelle quand on découvre sa psyché, celles et ceux qui ont survécu à un certain prix, un prix qui est souvent trop douloureux pour être énoncé comme ça publiquement, et un prix
qui a pu détruire une vie intérieure. Et voilà, cette Rosa, c'est tout ça. C'est à la fois la générosité, c'est à la fois l'intimité. Et c'est évidemment, elle s'inscrit dans une longue histoire de la transmission de cette histoire de la Shoah, avec sa part d'indicible, évidemment. Elle le dit d'ailleurs, parce qu'elle va envoyer, une lettre à Joachim qu'elle a croisée une seule fois à l'enterrement. À Samuel. Ah ouais, je suis grave. Hein. Pardon. C'est un Je vous en prie. Pardon. Maya, c'est Non, révélé. c'est pas biographique, c'est complètement idiot ce que je dis, c'est pas autobiographique. Bon, c'est pas grave. Passons. Elle va envoyer donc une lettre à Samuel qu'elle l'a vue une fois à l'enterrement de son. Elle est venue en France à l'enterrement de son frère, donc elle est la sœur du grand-père de Samuel. Et elle est venue à cet enterrement, elle est venue en catimini, elle est venue... C'est terrible, cette passage fuyant que vous décrivez comme ça. Elle est venue au cimetière. Elle croise Samuel à la fontaine où on se lave les mains en sortant du truc. Samuel voit son numéro sur le bras. Et puis c'est tout. Et puis il va lui écrire, il va lui dire, mais voilà, il veut savoir. Et elle va enfin lui envoyer des pages et des pages et des pages. On sait que c'est fini, qu'elle va disparaître, qu'elle va mourir, qu'elle est vieille. Et elle va lui envoyer ces pages. Dans ces pages, elle va raconter des choses. Et est-ce qu'elle raconte dans ces pages? Oui, parce qu'évidemment, elle le raconte, puisque Samuel le raconte. Il y a quand même sa grande amie, sa sœur, son alter ego, qui s'appelait Génia, dans le camp. Et il s'est passé des choses. Et il s'est passé des choses qu'on tait, qu'on ne dit rien. Génia, elle avortait les filles. Parce qu'elle ne voulait absolument pas que ces pauvres malheureux naissent. Donc elle les avortait. Rosa était témoin de ça. Et il y a eu d'autres choses. Et elle dit, d'ailleurs, j'ai survécu en étant dégueulasse, en faisant des choses dégueulasses. Elle le dit. Si j'ai survécu, c'est que moi aussi, je me suis pas comportée en humain. Donc il y a tout ça qu'elle tait. Vous avez raison, elle le tait. Mais il y a quelque chose quand vous dites qu'elle raconte donc sur dans ce cabaret qu'elle raconte ce qu'elle a vécu. Vous dites que Rosa fait un kaddish perpétuel. Ça, c'est vachement fort, parce qu'en fait, elle joue tous les personnages qu'elle a croisés à Auschwitz. En fait, elle se veut multiple sur scène, et c'est aussi ce lieu du cabaret qui, évidemment, par ailleurs, rappelle le théâtre yiddish et une certaine tradition donc du théâtre, des personnages qui montent sur scène. Elle a envie d'incarner toutes les femmes et les hommes qui ne sont pas revenus, parce que ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est qu'on parle toujours des rescapés qui sont là pour témoigner, mais c'est infinitésimal en fait. Ceux qui ont survécu, ceux qui peuvent raconter, c'est une toute petite, une infime partie de ceux qui ont été déportés, ceux qui ont connu l'expérience concentrationnaire et la mort. Et donc elle se veut porte-parole d'une certaine manière de toutes celles et ceux qui n'ont pas pu revenir, et y compris de son amie Jania dans le camp. Et donc, c'est vrai que chaque soir, elle met des perruques, elle devient homme, elle devient femme, elle se déguise, parce que l'idée, c'est de rendre la totalité de son peuple, qui a quasiment été exterminé pendant la Shoah. Et donc, elle veut faire tout ça sur scène, effectivement, tout en préservant, encore une fois, une certaine intimité, parce qu'elle a vu des choses, elle a fait des choses dont elle n'est pas fière, mais grâce auxquelles elle a pu survivre et transmettre d'une certaine manière. Et puis, il y a cette idée de Kaddish. Alors, évidemment, le clin d'œil est énorme à Émeric Kertész, évidemment, et qui est explicitement d'ailleurs nommé dans le livre. Il y a la question de la transmission. Est-ce qu'on peut donner la vie lorsqu'on est rescapé? Rosa elle-même a décidé de ne pas avoir d'enfant. Elle nous fait penser à Marceline Lanridan. Exactement. Ah, voilà, on pense à des figures. Là, bien sûr. On a pas mal parlé de Ginette Kolinka en ce début d'année aussi. Qui a fait un enfant, elle. Voilà, mais toutes ces figures de vie, mais avec une certaine intimité, Rosa a décidé de ne pas avoir d'enfant, et en même temps, quand son petit-neveu, quelque part en Europe, lui-même décide d'avoir un enfant, là, elle lui écrit. Ouais. Elle lui écrit parce que, malgré tout, la transmission, c'est le seul lien qu'il a raccroché à la vie, qui lui a permis de sortir des camps. C'est cette volonté, c'est cette puissance de vie qui est très juive en fait, c'est cette puissance vitale de donner, de transmettre. Tu choisiras la vie. Exactement. Ouais, elle a choisi la vie, elle a choisi de ne pas donner la vie, mais à partir du moment où une nouvelle génération naît, elle prend ses responsabilités et elle décide de raconter, en tout cas à Samuel, pour que lui-même raconte à son enfant. Il y a quelque chose de très beau aussi oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez la série de Sophie Naoum qui s'appelle Les Derniers. Oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Oui, évidemment. Oui, vous connaissez les Naoum, vous. Je connais très bien les Naoum. Mais il n'y a pas besoin de connaître les Naoum pour connaître. Oui, non, mais parce qu'en antenne, on parlait d'un autre neveu à moi. Bon. Bien sûr. Pardon, ils sont partout, les Naoum. Voilà, ils sont partout. Attention. Et donc un de ses premiers témoins, c'était Monsieur Buzyn,
Élie Buzyn. Oui. Et Élie Buzyn a donné d'ailleurs le là de sa série, je crois, et il lui a dit, vous devenez le témoin des témoins. Il dit ça à Sophie, et vous devenez le témoin des témoins, parce que là c'est fini, maintenant ils ont 100 ans, je crois que, voilà, ils ont vraiment 100 ans, 102 ans, 90, enfin, ouais. Et donc c'est une course contre la montre. Et Sophie me disait que c'est vrai qu'elle se disait que ses enfants ne connaîtraient jamais de témoins. C'est pour ça. Donc votre fils n'a pas beaucoup de chance d'en voir en vrai. C'était d'une certaine manière le point de départ de l'écriture de ce livre, parce que comme le narrateur, comme Samuel, moi-même, donc j'ai de jeunes enfants, et ce que vit Samuel pendant cette nuit, donc qui précède le retour de l'enfant de la maternité à la maison, donc d'une certaine manière le début de la famille. Ce qui l'angoisse pendant cette nuit, c'est cette question-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à mon enfant qui, lui, ne verra pas ou ne se souviendra pas des visages, des corps, des rescapés des camps, parce que il y a un travail formidable qui a été fait, qui continue d'être fait pour compiler les témoignages. Il n'y a pas que Sophie, bien sûr. Pour compiler les témoignages. Et il y a toute une histoire aussi du documentaire, et puis des témoins qui écrivent. Voilà, j'ai publié aux éditions Grasset où il y a beaucoup de témoins justement qui publient des courts textes régulièrement pour préserver cette mémoire, pour la transmettre. C'est une chose, mais la fiction a aussi sa place parce que justement nos enfants ne verront pas les corps, ne verront pas les corps trembler, n'entendront pas les voix directement, c'est uniquement des voix rapportées ou enregistrées. Et à chaque fois, et on en a tous fait l'expérience, je pense ici, quand on rencontre un ou une rescapée, il y a une émotion toute particulière qui se dégage et qu'on ne retrouve pas forcément à l'écran quand on regarde Shoah ou d'autres documentaires. Et peut-être que la fiction peut apporter sa petite pierre à l'édifice de la transmission pour essayer de raconter ça, de raconter l'émotion. Parce qu'encore une fois, mes enfants, les enfants de Samuel, ne se souviendront pas des rescapés. Mais en fait, vous-même non plus, en fait. Vous faites partie d'une génération née bien après. Oui, je fais partie de... Même moi. Après, je fais partie d'une génération, effectivement... Qui a raconté. Enfin, voilà, à qui on a raconté. Dans laquelle dans les classes, on a accueilli des rescapés. J'ai pu aller visiter des camps avec des rescapés. D'accord. C'est vrai qu'on a eu ce contact direct, cette filiation avec cette histoire, que la génération d'après n'aura pas. Là, vous posez une vraie question, Joachim, qui est vraiment la question qui est très actuelle depuis Claude Lanzmann. Est-ce qu'on a le droit de fictionner? Est-ce qu'on a le droit de fictionner, de faire de la fiction à partir de la Shoah et après la Shoah? Alors évidemment, on a eu plein de réponses, plein de guerres, plein de bagarres autour de ça. Moi, je suis comme vous, je pense que oui, bien sûr qu'il faut faire de la fiction. Je me souviens de cette phrase de Jean Ferrat dans sa chanson, je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour nos enfants sachent qui vous étiez. Twistons tout et fictionnons tout, bien sûr. Mais c'est une vraie question, parce que là, vous inventez vraiment un personnage. Rosa, elle a existé, elle est... Moi, je pense que le fait de mettre des impossibles ensemble, la littérature, c'est ça, c'est de mettre des impossibles ensemble, de tous les impossibles, parce que c'est impossible la Shoah, c'est impossible à raconter, c'est impossible à dire, et la littérature permet de mettre les impossibles. Vous en pensez quoi? Complètement. Alors je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a 10, 15, 20 ans, on a évidemment suivi des polémiques avec Claude Lanzmann, c'était peut-être plus difficile de fictionnaliser la Shoah, peut-être. Mais je pense que c'est important, non pas pour la fiction pour elle-même, mais c'est la littérature. Qu'est-ce que la littérature? La littérature est là pour rendre la complexité du monde, la complexité des personnes, et pour raconter l'impossible, pour raconter l'indicible. Parce que même lorsqu'on est dans le témoignage pur, on parlait de nuit, il y a aussi la nuit évidemment d'Elie Wiesel, on est en littérature, on n'est pas simplement dans un témoignage brut, froid, on est déjà en littérature, il y a déjà une recherche de forme, parce que pour rendre l'indicible, pour rendre l'incompréhensible, la littérature est là. Et j'aimerais élargir, plus que la littérature, les arts, parce qu'il y a aussi le cinéma, la photographie, on peut imaginer plein de choses, plein d'approches différentes, parce que on arrive à un moment, encore une fois, où les derniers rescapés vont disparaître malheureusement dans les décennies qui viennent, enfin les années qui viennent malheureusement. C'est notre travail de trouver des formes pour continuer, pour raconter, parce que le combat n'est pas terminé. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui en ligne, et pas uniquement en ligne, des voix qui continuent à s'élever, des voix négationnistes, révisionnistes. Le combat n'est pas terminé, loin de là. Et donc voilà, c'est à nous aussi de trouver des formes, parce que lorsqu'on va venir nous dire il n'y a plus de témoin direct de quoi vous parlez, il faut qu'on ait des choses, il faut qu'on ait des armes. Il y a évidemment, encore une fois, la documentation, il y a aussi les arts, il y a aussi la littérature. Et je pense que la fiction
a son rôle là-dedans, a son rôle de vérité, parce que la fiction, ce n'est pas le faux. Il faut pas, voilà, dans cette dichotomie un peu trop simpliste, la littérature et la fiction sont là pour rendre la complexité et se rapprocher du vrai, au contraire, et de l'histoire. Bien sûr, je pense que la fiction est vraie. Bien sûr qu'elle est vraie. Et je pense que ce que vous avez fait dans ce petit livre, c'est très très étonnant, la façon dont il est d'une intensité incroyable pour un tout petit livre comme ça. Vous avez une autre entrée qui est que le petit garçon, quand il avait 8 ans, je crois, avec sa sœur et son cousin, il jouait à Madame Rosa. Il jouait au cabaret. Donc c'était une légende familiale. Il jouait au cabaret. Il se mettait des chapeaux d'indiens, de cow-boy, pardon, et il jouait au cabaret. Et en fait, je pense que par le jeu aussi, c'est terrible à dire ça, mais par le jeu aussi des enfants, on peut arriver aussi à... Moi, j'aime pas l'histoire du devoir de mémoire, tout ça, c'est des mots qui m'appartiennent. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a simplement à dire les choses et à transmettre, etc. On n'a pas de devoir, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on transmet. Et je pense que ces enfants qui jouaient comme ça, à jouer à Rosa et aux Indiens et à chercher Shtetl Town, Shtetl City, c'est quelque chose de complètement fou. En fait, c'est un livre fou que vous avez écrit. C'est un livre fou, en fait. Bah, comme la Shoah. Oui, c'est fou. Et c'est pour comme ça que je le recommande vraiment, parce que c'est fou. Vous entrez, vous avez une entrée, puis vous en avez une autre. Vous avez et puis l'histoire d'amour merveilleuse avec cette jeune femme que Samuel va rencontrer aux EI. Alors il y a aussi cette entrée, les EI, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on rentre dans un truc où il va rencontrer à 17 ans cette jeune femme qui va devenir donc la mère de ce bébé-là. Il y a une espèce... Alors, attention, c'est pas étouffant. On n'est pas dans un communautarisme étouffant ni rien. C'est pas ça le problème. Mais il y a comme ça une espèce de lignée incroyable. J'avais juste une question à vous poser, Joachim. Vous allez dire quoi et quand à votre enfant, à vos enfants? C'est une question d'ailleurs que pose le livre. À quel moment on aborde la question? Ouais. Alors, je vais répondre un petit peu de biais, parce que donc on a parlé des EI, là, on a nommé les EI. Bah oui. Les EI sont très présents, donc les éclaireurs israéliens de France sont très présents dans le livre, comme ils sont très présents dans ma vie. Il y a régulièrement des chapitres qui commencent toujours par cette anaphore, quand demain reviendra la lumière, qui est une phrase du chant du soir. Et pour répondre à votre question, ce que pense faire Samuel et ce que je dois avouer avoir fait avec mes enfants dès les premiers jours de leur vie, c'est que je leur chantais ce chant du soir pour s'endormir, parce que moi c'est un chant qui me touche beaucoup, qui me rappelle des souvenirs, qui me rappelle ma propre enfance, mais qui est aussi un très beau chant d'espoir. Je chantais ce chant du soir à mes enfants, et en écrivant ce livre, en voulant intégrer cette mélodie à l'écriture de ces chapitres du cabaret des mémoires, je me suis rendu compte, ça paraît évident, mais je me suis rendu compte que c'était quand même un chant chanté par des résistants pendant la guerre, qui avaient peur d'être raflés ou tués pendant la nuit. Et en fait, je chantais déjà ça à mes enfants de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Donc voilà, dès le départ, en fait, la transmission a commencé dès les premiers jours. Et quelles sont les paroles de ce chant du soir? Il se trouve à la fin de l'ouvrage. On les a à la fin de l'ouvrage. Oui, mes petites filles le chantent. Donc je ne vais pas vous faire le plaisir de vous chanter ça directement à la radio, mais voilà. Quand la nuit descend sur la terre, quand le soir s'étend dans les bois, vers toi monte notre prière. Seigneur, daigne entendre notre voix. Voilà. C'est très fort. Oui, vous n'êtes pas si pratiquant, un peu pratiquant. Juste traditionnaliste. Traditionnaliste, d'accord. C'est de transmettre dans la pratique, justement. Non, je vous pose cette question parce que j'ai des amis qui veulent pas mettre leurs enfants aux EI parce que c'est trop pratiquant. Il faut mettre ses enfants aux EI. Non, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Ou en mouvement de jeunesse. Ou en mouvement de jeunesse en général, exactement. Je pose la question Et d'ailleurs, cette année, c'est le 100e anniversaire des EI. Cet été, voilà, donc les EI auront 100 ans. Est-ce qu'on parle beaucoup de... Moi, j'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de la Shoah aux EI. C'est pas du... Chez les grands, chez les 14-15 ans. Si, on en parle. Il y a régulièrement sur les camps d'été une activité, au moins une journée qui est dédiée à ça. Non, on parle de la Shoah, évidemment. Et puis, ils participent, les EI, à toutes les commémorations officielles. Les jeunes viennent, on leur en parle. Non, mais dans les Mahaneh, tout ça, je sais pas si... D'accord, si, ok. Et encore une autre question, est-ce que votre compagne, votre femme, a lu le livre pendant que vous l'écriviez ou après? Elle l'a lu après l'écriture du livre, mais avant la publication, parce qu'elle avait des petites remarques éventuelles à me faire. Voilà, j'aime bien que ma femme soit la première lectrice de mes textes. Parce qu'on la sent vraiment présente là. C'est vrai, c'est vrai. Mais et ce qui est drôle, c'est que Joachim, vous êtes
moitié ashkénaze, moitié séfarade. Et alors, ce qui est très très marrant, c'est que vous avez, vous avez tout ce côté ashkénaze en vous, avec évidemment la présence de la Shoah, et puis la présence aussi de la spiritualité, avec l'autre livre qui s'appelait Cette nuit, etc., etc. Ça vient du côté marocain. Qu'est-ce qui a été transmis? Alors, j'ai pas forcément envie de séparer comme ça les deux choses, sachant par exemple que Rosa décide de partir, d'aller aux États-Unis. Donc il y a un exil, comme beaucoup de juifs séfarades qui ont dû partir à un moment de leur terre pour s'exiler, pour s'installer ailleurs. Donc voilà, c'est un mélange de mes identités. Et je pense que voilà, les deux sont dans le même mouvement de cette Rosa et de son installation du cabaret des mémoires. Lise, vous aviez une question à poser? Non, on va s'arrêter là, okay. Bien sûr. Joachim Schnerf, merci beaucoup. Merci à vous. Le cabaret des mémoires, un roman paru chez Grasset. Maya Naoum, merci, on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup, merci Joachim. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. 15h, 16h30. Serial Sarah Cohen. Serial Sarah Cohen. C'était génial. Vraiment, merci à tous, j'ai passé un super bon moment. J'ai adoré ce moment, même si j'étais très stressée. C'était un vrai bonheur. Écoutez, je ne sais pas quoi dire en fait. Très belle ambiance chez vous. Live on radio, CSC. Serial Sarah Cohen. Radio J. Radio J.